Enfin bref. Les Géonosiens, une team que je mets de cette manière, donc l'alpha en leader, hein, on ne le présente plus. Il donne la conscience collective aux alliés, donc qui permet de rétablir, de restabiliser la santé et la protection des alliés entre eux. Donc c'est très fort. En plus, il invoque la brute Géonosien en début de combat s'il a le Zeta, ou au pire s'il n'a pas le Zeta avec sa deuxième spéciale. Donc ça permet à un personnage en plus qui fait pas mal de dégâts, hein, soyons honnêtes, qui a la raillerie et qui permet justement d'avoir un peu plus de santé et de protection sur toute la team ensemble pour permettre justement de mieux rééquilibrer la santé et la protection. Ensuite, j'ai Sunfac qui dissipe les bonus sur sa basique, donc c'est vraiment pour ça qu'il est là, en plus d'être un tank qui a pas mal de santé et de protection de base. Et l'espion géonosien qui est votre main damage dealer, bien équipé et bien modé, il peut carrément one-shot un adversaire. Donc voilà. En plus de ça, je n'ai pas mis Poggle parce que je vais en avoir besoin pour une autre team, donc voilà. Donc en fait, ici, le seul personnage qui ne sera jamais utilisé, ce sera le soldat géonosien. Donc voilà, en fait, vous avez qu'un seul personnage qui restera de côté, donc voilà. L'alpha géonosien que je mode santé vitesse pour être assez tanky. Vous voyez, j'ai 72 000 de protection avec 36 000 de santé, 248 de vitesse pour le coup, et avec un petit peu de ténacité pour éviter tout ce qui est malus. Donc voilà, j'essaie qu'il joue assez vite pour pouvoir justement réduire rapidement les cooldowns de conscription pour pouvoir soigner la team et dissiper les malus dont dispose ma team, donc voilà. Mon Sunfac que j'ai modé pour être le plus tanky possible, hein. Même si vous voyez qu'il est pas très tanky, en même temps je l'ai équipé en 8. Équipé en 8 c'est très naze, surtout en division 2, hein, on va pas se mentir. Ça c'est un des personnages que je vais augmenter une fois que j'aurai débloqué General King Skywalker. Parce qu'en division 1, un Sunfac équipement 8 ça va être tout bonnement inacceptable, hein, disons-le. Puis même de toute manière j'aimerais bien pouvoir participer en BT pour le combat de Wattenborg en bataille Geonosis. Enfin je vous raconte un peu ma vie, hein, pour le coup, mais ouais, il va falloir que je l'augmente pour le coup. Et l'espion que j'ai équipement 11, modé en chance de coup critique et de dégâts critiques pour pouvoir mettre une des frappes silencieuses les plus puissantes possibles, qui peut aller jusqu'à un one shot si l'adversaire n'est pas très bien équipé, ou si justement l'espion est très bien équipé. Un personnage que je vais montrer équipement 13, hein, sans souci, parce que je veux ce personnage équipement 13 qui est très puissant. En plus de ça, il y a la brute qui récupère les statistiques de l'alpha géonosien. Donc ça vous fait 4 persos, c'est une des rares teams qui peut outrepasser la règle du 3 contre 3, donc c'est une très bonne team, que ce soit en attaque ou en défense. Pour ma part, je le mets en défense pour le coup. Même si je pense que je vais repenser cette méthode qui peut être une très bonne team en attaque, hein, disons-le. Donc là, Django Fett, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on va revenir très rapidement sur l'exécution de Boba Fett. Comme je vous disais, il peut empêcher la résurrection d'un ennemi. Donc il faut savoir que Django Fett peut faire la même chose s'il a le Zeta. À chaque fois qu'il va achever un adversaire, il empêchera la résurrection. Ce qui fait que pouvoir le mettre sur deux teams différentes, en fait ça vous fait 2 counters pour deux teams Sœurs de la Nuit. Donc en fait vous avez 2 counters de Sœurs de la Nuit, et vu qu'on est en 3 contre 3, vous allez potentiellement affronter 2 teams de Sœurs de la Nuit en attaque. Donc en fait ça vous fait 2 teams pour 2 teams. Donc voilà pourquoi j'ai pas les 2 Fett dans la même team. Ensuite, IG et Cat Bane sont ici pour profiter du lead de Django Fett, hein. En plus de ça, IG a une attaque en zone, donc pour voler des bannières, c'est très bien. Et Cat Bane a sa spéciale qui peut passer à travers la prévoyance, donc ça c'est bien. Qui dissipe les améliorations, c'est très bien aussi, et qui a une chance d'étourdir. Donc ça c'est cool pour le coup. Malheureusement, IG88 est un personnage assez fragile, même équipement 11, donc ça c'est assez dommage pour le coup. Mais Django Fett est assez puissant, un personnage que je contrôle X7 pour la division 1, parce que Django Fett est à mes yeux le chasseur de primes le plus puissant en termes de dégâts, donc voilà. Après il y a le Mandalorian qui est one shot, hein, mais bon ça c'est encore autre chose pour le coup. Donc voilà. Très rapidement les modules. Django Fett
Change de coup critique, dégâts critiques, avec un triangle de dégâts critiques pour faire de lourds dégâts, hein. Bon après ça reste classique pour les modules. IG 88 c'est à peu près pareil, hein, sauf que j'ai 2 ténacités pour qu'il puisse utiliser sa spéciale sans subir d'étourdissement de capacité. Et Cat Bane, hein, que j'ai un mélange de dégâts critiques et de santé. Il me semble qu'au moment où je l'ai modé, c'était les meilleurs modes que j'avais sous la main, donc voilà, mais bon. Voilà. Il faut savoir aussi que le leader de Jango Fett confère plus 30 de vitesse à vos alliés. Juste ici, voilà, plus 30 de vitesse pour tous les vauriens alliés. C'est même pas forcément les chasseurs de primes, c'est aussi les vauriens, donc c'est bien. Donc voilà. Donc on passe à la team suivante, hein, je veux pas m'éterniser, en plus la vidéo dure déjà 45 minutes tout de même. Donc là voilà la team que j'ai abordée tout à l'heure, Kenobi, Ahsoka et le chevalier Anakin, le chevalier Jedi Anakin. Donc voilà pourquoi je ne mettais pas ces deux personnages avec Padmé. Déjà c'est pour pouvoir utiliser Ahsoka Tano. Si vous ne faites pas comme je fais, en fait vous allez être obligé d'utiliser Ahsoka Lead avec 2 clones, ce qui est un peu bizarre pour le coup et ça marche pas très bien d'ailleurs pour l'avoir déjà fait. Donc le lead de Kenobi donne les Jedi gagnent 30% de santé maximale avec un bonus de défense de 70%, ce qui en fait une team beaucoup plus tanky. Lorsqu'un allié Jedi utilise une capacité spéciale de soins de l'équipe, tous les autres alliés dont la santé est au maximum sont invoqués et infligent 50% de dégâts en plus, sur 50% de dégâts. Donc voilà. En sachant que Ahsoka a une capacité de soin qui est manœuvre de protection, qui soigne les alliés, hein. Voilà, tous les alliés récupèrent 20% de santé. Donc si tout le monde est full, ça invoque Kenobi et Anakin, donc voilà. En plus de ça, on a Anakin qui est un Jedi aussi, qui fait pas mal de dégâts sur l'assaut accablant, une attaque en zone. En plus avec sa fouille vertueuse, il gagne beaucoup de charges de protection, donc voilà. Malheureusement, le seul défaut qu'on pourrait voir à cette team, c'est que Anakin ne dispelle pas les améliorations adversaires sur sa spéciale, parce qu'il ne le fait que lorsque Padmé est en leader. Là, vous le voyez, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, cette mécanique ne fonctionne pas pour le coup. Mais pour avoir déjà vu cette team en action, c'est une team très forte et c'est pour ça que j'ai décidé de split cette team de la sorte parce que je sais que ça marche très bien et ça en fait 2 teams très fortes. Donc c'est pour ça que je split la team de cette manière. D'ailleurs je n'ai pas encore décidé quelle team je vais mettre en défense, si ce n'est Dark Revan et ma flotte. Mais bon ça on en discutera un peu plus en détail lors de ma première vidéo Grande Arène. De la saison 15 bien sûr. Hein, voilà. Les Sœurs de la Nuit, un combo 2 types que j'aime beaucoup. Donc Assage Lead, le zombie et l'acolyte. Vous savez, si vous avez suivi mes premières vidéos sur la saison 14, pourquoi j'aime cette team, mais je vais le réexpliquer. Déjà, il faut savoir que c'est du 3 contre 3, donc certaines teams ne seront pas utilisées, mais aussi certaines teams vont être plus utilisées, je pense à la team Traya par exemple. Il se peut que votre adversaire ne connaisse pas très bien l'acolyte. Ça m'arrive plusieurs fois que mon adversaire ne sache pas vraiment l'acolyte visiblement, puisque cette team est une de mes teams qui marche le mieux en défense. Cette team en fait c'est sûr que je vais la mettre en défense, hein, ça c'est sûr, parce que c'est une des teams qui me rapporte le plus de hold. Je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais en gros c'est là sur la team où mon adversaire se plante le plus avec Dark Revan. Parce que des gens ne connaissent pas très bien l'acolyte. En fait, l'acolyte, sur sa basique, a 80% de chance de passer invisible. 90% même, de gagner le camouflage, donc être invisible. Et lorsqu'un adversaire est invisible, il ne peut être pris pour cible. Il ne peut pas être pris pour cible, déjà, il ne peut pas subir de contre-attaque. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, une seconde chose, c'est que... il ne peut pas être pris pour cible, donc c'est ce que je disais, et 3/4 du temps il sera invisible. Donc 3/4 du temps il ne peut pas être pris pour cible, et si vous couplez à ça un zombie équipement 10 minimum qui ne peut être vaincu tant qu'il y a une Sœur de la Nuit sur le terrain, ça veut dire que l'acolyte ne peut être touché que si votre adversaire a une team qui peut mettre des dégâts en zone.
Tryon peut difficilement mettre des dégâts en zone, par exemple. Ce qui fait que, en fait, l'acolyte est tout bonnement immortel tant qu'il est invisible. Donc voilà. En plus de ça, je pense que mon acolyte est quand même assez rapide. Voilà, 213. Donc aucune team dans le jeu ne peut jouer 2 fois tant que mon acolyte est en vie. Ce qui fait qu'elle a 2 tours pour se remettre invisible à chaque fois que ça tourne mal, donc c'est cool. Donc ouais, vraiment le seul moyen d'atteindre l'acolyte tant qu'elle est invisible, c'est les attaques en zone. Donc si mon adversaire utilise une team qui n'a pas d'attaque en zone ou qui a des attaques en zone très faibles, et ben en fait l'acolyte sera tout bonnement immortel. Il faut savoir aussi que Asajj soigne avec le peur dans les cœurs, qui a un beau contrôle de jauge de tour. En fait, ça fait que votre adversaire va très peu jouer, va avoir du mal à jouer l'acolyte. Il faut savoir aussi que le leader donne 30% de vitesse, plus 30 de vitesse, pardon. Ce qui fait que déjà c'est pas dégueu. Un bonus d'attaque de plus 30%. Enfin, un bonus d'attaque de 30%, c'est ça. Donc l'acolyte va faire encore plus mal. Ce qui fait que pour le coup ce trio est très puissant. Et le zombie va constituer la partie cruciale de ce trio. Et comme je le disais, ouais, cette team me permet vraiment de faire perdre beaucoup de bannières à mon adversaire, puisque c'est une team sur laquelle mon adversaire se plante énormément. Et ce qui fait que vous l'aurez compris, ma deuxième team de Sœurs de la Nuit, ça va être avec toutes mes autres Sœurs de la Nuit. Myrtalzine, Daka et l'esprit Sœurs de la Nuit. Daka qui peut stun avec la basique, qui peut ressusciter des Sœurs de la Nuit avec la spéciale. L'esprit Sœurs de la Nuit qui est le main damage dealer avec ses capacités. Hein. La possession qui peut dissiper les améliorations adversaires et étourdir. L'étreinte spectrale qui peut infliger un malus de vitesse, qui peut réduire la jauge de tour de 20%. Donc c'est cool. L'esprit malveillant, à chaque fin de son tour, il va gagner la prévoyance. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, tant qu'il a la prévoyance, il a un bonus d'attaque. Si je ne m'abuse, on va revérifier ça. Mais voilà, tant que l'esprit de Sœur de la Nuit a la prévoyance, il a 100% d'attaque en plus. Et ses attaques ignorent l'armure de la cible, ce qui fait qu'il fait 2 fois plus mal tant qu'il a la prévoyance. Donc une chose à laquelle il faut faire attention. En plus de ça, la Myrtalzine a déjà une AoE, donc une attaque en zone qui frappe au travers la protection, qui met la peste, qui attaque sur la santé maximale. Donc avec la plague, donc la peste, vous n'êtes même pas obligé d'enlever la protection de votre adversaire. Si vous jouez avec la plague, en fait vous allez pouvoir tuer votre adversaire sans même toucher à sa protection. Il faut savoir aussi que la Myrtalzine est un des seuls personnages à avoir une attaque en zone sur sa basique, tant qu'elle a la plague, hein, la pestilence. Donc ouais, c'est cool. Vous pouvez frapper votre adversaire avec la basique. Tant qu'il a la pestilence, vous allez pouvoir mettre des attaques en zone. Donc c'est cool. En plus de ça, si vous avez le zeta sur la capacité de chef, vous avez une chance d'invoquer une Sœur de la Nuit qui est morte. Si votre adversaire tue une Sœur de la Nuit et que vous utilisez une capacité avec une des Sœurs de la Nuit restantes, vous allez pouvoir invoquer cet allié qui est mort depuis la tombe, comme on dit, qui peut constituer des dégâts supplémentaires, hein, tout simplement. Il faut aussi savoir que l'âme des esprits, si cette lame inflige des dégâts qui achèvent un adversaire, vous ressuscitez toutes les Sœurs de la Nuit avec 100% de la santé. Donc ça c'est une capacité très puissante, hein, surtout en 55 où vous pouvez ressusciter jusqu'à 3 Sœurs de la Nuit, parce que il restera toujours le zombie en vie. Donc ouais, vous pouvez toujours ressusciter 3 de vos alliés, ce qui peut sauver un match, hein, ça peut être carrément un clutch. Donc voilà. Dégâts critiques et chance de dégâts critiques pour Talzine. Daka on la veut la plus tanky possible, et l'esprit, vous l'aurez compris, avec le plus d'attaques possible. Donc voilà pour mes 2 teams Sœurs de la Nuit. Donc on va passer à la team suivante. Donc la team Ancienne République, avec Kars Leader qui est surtout là pour son lead. Vous récupérez 3% de santé de protection pour tous les effets sur la durée infligée. Et Mission et Zalbar est un duo très puissant ensemble.
Surtout si vous avez des états dessus, donc si vous avez débloqué Malak, vous avez de fortes chances que vous ayez mis les états pour le coup. En plus de ça, chaque fois que Zalbar ou Kars va jouer, Mission va être invoqué. Mission est un personnage qui fait beaucoup de dégâts, donc c'est pour ça que je l'ai modé en attaque. Je lui ai mis aussi deux modes de pouvoir pour pouvoir infliger des dégâts sur la durée avec sa basique, pour pouvoir bénéficier du Zeta de Kars. Mon Zalbar est modé en santé pour être le plus tanky possible. Et Kars est modé en attaque, même si ses modules sont assez anecdotiques pour le coup. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps sur cette team, hein, c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour le coup. Je la mets en défense, même si elle est très facile au passer au travers. Mais là voilà, on va passer à la team suivante, donc Poggle Lead avec Droideka et B1. Je sais que beaucoup d'entre vous, ou même beaucoup de joueurs en général, aiment bien jouer Jango Fett dans cette team, mais moi pour le coup j'aime bien avoir Jango Fett en leader pour une autre team chasseur de primes. Mais voilà. Pourquoi cette team déjà Poggle Lead parce que je peux pas le mettre avec ma team Géonosien, c'est du 3 contre 3, donc voilà. Donc je vais expliquer son lead. Hein. Donc les alliés séparatistes ont plus 30% d'attaque, donc P1 et Droideka vont avoir ce bonus. Les alliés druides récupèrent 10% de santé lorsqu'ils attaquent en dehors de leur tour. Ça va pas affecter B1 parce que ce personnage n'a pas de santé, il a que des stacks. Mais bon, ça affecte quand même le Droideka, donc c'est intéressant. Ou lorsqu'ils attaquent un ennemi avec le verrouillage, le B1 peut infliger le verrouillage. Donc avec sa spéciale. Donc ça va pouvoir soigner le Droideka, hein, qui est un personnage extrêmement relou. En plus de ça, Poggle Lead donne un bonus supplémentaire de 25% de dégâts pour chaque allié qui ne dispose pas de la conscience collective. Donc les druides ne disposent pas de la conscience collective parce que la conscience collective n'affecte que les Géonosiens. Donc ça va affecter les druides, comme je le disais. Et plus 25% d'attaque pour chaque allié vaincu. Donc si le Droideka venait à être vaincu, B1 obtiendrait un bonus d'attaque de 25% supplémentaire. Donc voilà pourquoi Poggle. Il faut savoir aussi que Poggle a une chance d'entrave de capacité sur sa basique. En plus de ça, il peut dissiper les malus sur ses alliés. En plus de ça, il donne un bonus d'attaque et remplit la jauge de tour de 4% pour chaque affaiblissement dissipé. Donc c'est intéressant. Donc ouais, Droideka, B1, que j'ai modé en attaque pour faire un maximum de dégâts, même si en ce moment je suis en train de le modder pour l'événement General King Skywalker, donc pour qu'il fasse encore plus de dégâts, mais ouais, il fait déjà pas mal de dégâts pour le coup. Donc je l'ai modé en attaque, en pouvoir pour augmenter ses chances de verrouillage, enfin d'infliger le verrouillage, que j'ai relique 4 pour le coup, 263 de vitesse, avec 88 de pouvoir, donc c'est pas mal. 8000 d'attaque physique, donc avec ce personnage je vise les 9000 d'attaque les 9000% d'attaque, donc c'est pour ça que je suis en train d'augmenter ces modules, notamment le triangle pour augmenter la stat primaire à 8,5%. Donc voilà, hein, j'augmente ce personnage pour avoir encore plus de dégâts pour le coup. Et le Droideka qui peut se mettre invulnérable aux dégâts s'il a la révolution reconstructrice. Donc c'est le bouclier, hein, ce truc assez fumé dans les films pour le coup. Donc ouais, ça augmente l'immunité aux dégâts, donc c'est aussi fumé dans le jeu. Hein. Ça ne peut pas être copié, donc si mon adversaire venait à utiliser Yoda contre ça, bah en fait il pourrait pas. Voilà. Avec le Zeta, vous avez une chance d'invoquer le Droideka. Alors est-ce que c'est sur son unique? Ouais, donc plus 20% d'esquive, donc ça c'est bien. Il a 35% de chance de venir en aide à un allié, infligeant 50% de dégâts en moins lorsqu'un allié séparatiste utilise une capacité, donc c'est bien. Donc il fait pas mal de dégâts, même si mon Droideka est modé assez pauvrement, hein, pas très rapide. Mais ça pour le coup, un Droideka on le veut pas très rapide de base, mais surtout ses dégâts, voilà, j'ai à peine 4000 d'attaque physique. Mais je compte le passer équipement 13 pour l'événement en gas, et je vais aussi refaire ces modules qui sont pas exceptionnels. Hein. Donc voilà, je vais essayer d'avoir des meilleurs modules pour lui. Donc voilà pour la team, cette team qui est quand même assez solide, surtout grâce à Poggle qui booste drastiquement la team. La team suivante, Nest Solo, donc ça c'est une team
100% attaque. Nest solo, il peut sauter tout ce qui va être les teams pas très bien équipés, qui ne peuvent pas lui mettre de gros malus. Je pense notamment à la confusion ou l'étourdissement. Certaines teams d'Ewok, en l'occurrence, certaines teams Phoenix. Donc voilà, moi je l'ai modé en ténacité, il a 125% de ténacité, donc mon adversaire va devoir modder des personnages en pouvoir pour pouvoir bloquer mon Enfys Nest. Donc voilà. Donc très pratique pour tomber tout ce qui va être Ewok, tout ce qui va être Phoenix. Ouais, donc un personnage qui ne coûte pas très cher à avoir équipement 11 et qui permet de sauter quelques teams pour très souvent 55 bannières, 56 si vous êtes chanceux, mais bon, ça m'étonnerait, faut vraiment avoir un nest extrêmement bien équipé pour le coup. Donc voilà, je vais pas revenir, hein. À chaque fois qu'il est frappé, il obtient un bonus de protection qui revient à 0 à chaque fois qu'il joue un tour. Donc voilà, je ne reviens pas plus que ça sur la team. Une team Hux qui sera là principalement parce que j'ai des personnages du premier ordre restants. Il faut savoir que sur son unique, si tous les alliés sont du premier ordre, les adversaires ne peuvent pas bénéficier de bonus de charge de tour si Hux a 100% à l'avantage. J'allais dire 100% de jauge de tour, mais en fait ça n'a aucun sens. Non, donc s'il a vraiment l'avantage. Le soldat Sith qui fait extrêmement de dégâts, même si je l'ai qu'équipement 8 et pas d'oméga avec des modules assez moyens. Et l'officier qui peut donner 100% de jauge de tour, un bonus d'attaque aux alliés, avec l'avantage aussi, donc très intéressant, que lui par contre j'ai très bien modé, enfin modé correctement. Pour être assez rapide pour le coup, ça va être vraiment une team qui va être là pour voler de la bannière en espérant que l'officier donne le bonus au soldat Sith, que le soldat Sith fasse la déflagration vengeresse et paf, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait 3 bannières en moins si mon adversaire n'a pas de quoi restaurer sa protection. Team suivante, hein, on va pas s'étayer, c'est vraiment une team. Là on commence à vraiment rentrer dans les teams moyennes pour le coup. Donc là ça va être Grievous avec B2 et le Magna Guard. Le Magna Guard est un tank très intéressant à avoir. Il donne le camouflage à tous les alliés droïdes séparatistes. Mon B2 que j'ai Roll X5, assez tanky, assez rapide, avec beaucoup de pouvoir de ténacité, donc ça va être une plaie à tomber pour le coup. Probablement une team que je vais mettre en défense. Donc ouais, très résilient, avec des attaques en zone. Donc voilà, je peux infliger l'immunité aux améliorations, réduire celle de mes adversaires pour le coup. Les ennemis verrouillés ont moins 25% de chance de coup critique et d'esquive, donc très très bien. À chaque fois que B2 inflige un affaiblissement, la jauge de tour de tous les alliés druides séparatistes se remplit de 5%. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir du pouvoir sur lui. Donc voilà, un personnage assez relou, même si Grievous c'est pas encore très bien équipé, à lui tout seul il peut être assez ennuyant. Donc ouais, comme je disais, Magna Guard, ça va être le tank. Possibilité de dispel sur la frappe étourdissante, qui peut étourdir, comme son nom l'indique. Donc oui, c'est un tank que j'ai équipement 12, donc j'en profite de pouvoir le mettre en défense. Et Grievous qui met pas mal de dégâts sur sa blessure de Grievous, donc qui est l'attaque spéciale qui frappe en zone. Donc ouais, ça va être une team que je vais mettre en défense, j'imagine. Donc voilà, je vais pas revenir plus que ça. Grievous modé en santé, parce que ce dernier inflige des dégâts à hauteur de sa santé. Tant que vous avez les états, sa vitesse importe peu. B2, que j'ai un mélange de ténacité entre ténacité, pouvoir, protection. Et le Magna Guard qui est là vraiment pour tanker, donc un maximum de protection et quand même un peu de ténacité pour le coup. La résistance, c'est une team que j'ai comme ça. Je vais pas revenir en détail que ça. J'ai quand même Rey qui peut mettre pas de dégâts, le pilote qui peut c'est le soldat qui peut dissiper sur sa spéciale, Finn qui peut tanker, étourdir mon adversaire. Donc voilà, je vais pas revenir plus que ça dessus. J'ai pas vraiment beaucoup d'équipements et de modules dessus, donc je pense pas m'en servir. Donc on va passer à la team suivante. Donc là c'est une team un peu bizarre pour le coup, mais voilà. Le Grand Moff Tarkin qui se donne un bonus de vitesse quand il est en leader, plus 28. Et là en fait ça va être une team qui va fonctionner sur
sur les malus. Pour le coup, vous allez vous demander c'est quoi vraiment la synergie, mais en fait la seule synergie ici, ça va être les malus et le retrait de bannière. Comme vous le savez, en 3vs3, il faut quand même avoir énormément de teams, il en faut une vingtaine, vraiment pour pouvoir tout mettre en défense et avoir assez en attaque. Et vous allez arriver à un stade où vous allez être obligé de tester des trucs qui peuvent sortir de l'ordinaire. Et pour le coup, cette team sort de l'ordinaire, hein, disons-le. Donc voilà. Le grand Moff Tarkin, donc ouais, comme je disais, qui se donne son bonus à lui-même, qui sur sa spéciale affiche des malus d'attaque, de chance de coup critique et tout ce qui va avec. Voilà, malus de chance de coup critique, malus d'attaque pendant 3 tours, donc c'est très long. Les ennemis rebelles ne peuvent pas résister à ces affaiblissements, donc c'est très bien. Ensuite, la jauge de tour se remplit de 15% pour chaque ennemi sous l'emprise d'un affaiblissement, donc en fait il va peut-être pouvoir jouer un tour bonus et pouvoir mettre la puissance de feu ultime qui peut réduire la jauge de tour de 50%. Cette capacité dispose d'un bonus d'attaque égal au double du pouvoir de Tarkin, donc c'est pour ça que j'ai du pouvoir dessus. Hein. Ouais, à peine 20%, donc en vrai c'est pas terrible, on va peut-être en profiter pour leur modder en pouvoir si j'ai quelques modules de côté pour lui. J'ai pas de triangle malheureusement. Il y a quelque chose qui coince en fait, c'est que j'ai 3 modules de pouvoir, 3 modules de santé. Et du coup en fait il y a un bonus qui part à la poubelle, donc je vais lui mettre un module de pouvoir pour avoir 4 de pouvoir, 2 de santé, et augmenter son pouvoir à 81%, donc là en fait on double son pouvoir, très bien. Donc en fait ça marchait pas très bien, mais c'est justement à cause de ce module foiré, donc voilà, j'ai un peu augmenté la donne. Donc voilà pourquoi Tarkin est très bien par lui-même. Ensuite j'ai le maraudeur, qui donne un bonus de pouvoir. Alors c'est peut-être avec voilà, afflige des dégâts physiques à une cible ennemie et confère un bonus de pouvoir à tous les alliés pendant 2 tours, donc ça augmente le pouvoir de Tarkin pour le coup. Si cette attaque inflige un coup critique, diminue la santé maximale de la cible de 15% jusqu'à la fin de l'affrontement. Donc bah en fait ça réduit la santé maximale de votre adversaire. En plus de ça, je l'ai modé en dégâts critiques, charge de coup critique pour bénéficier justement de la victoire par le pouvoir, donc l'attaque justement qui réduit la santé maximale de votre adversaire. En plus de ça, je l'ai assez rapide pour le coup, avec pas mal de dégâts critiques. 44% de chance de coup critique, donc c'est pas trop mal pour le coup. Équipement 12, donc ça c'est un personnage que je mets avec Dark Revan très souvent, mais là vu que c'est du 3 contre 3, je l'ai sur le côté, sur le banc comme on dit. Et c'est dommage d'avoir un personnage sur le banc en équipement 12 en sachant que vous avez quand même besoin de team pour le coup, donc c'est pour ça que je le mets avec Tarkin. Je veux profiter de ses dégâts, donc voilà. Et Kanderu, c'est un peu le même principe. Je l'ai équipement 12, assez bien modé. Ce dernier met des malus, et je peux pas le mettre avec mon ancienne République. C'est un personnage équipement 12, donc j'aimerais bien pouvoir en profiter. C'est pour ça que je le mets avec ma team... Tarkin, parce que je n'ai pas envie de le laisser sur le côté. Et comme je disais, c'est dommage de laisser des personnages équipement 12 de côté, donc voilà, hein, il est là pour ça. Il met des malus d'attaque sur la spéciale, et sur sa basique il met des dégâts sur la durée, donc voilà. En plus il inflige un malus de ténacité s'il attaque 3 fois, donc voilà. Donc voilà pour cette team, hein. C'est pas une team très puissante, c'est pas la team la plus méta, vous allez pas pouvoir counter des teams de fou avec ça, mais vous pouvez retirer des bannières et être ennuyant, donc c'est cool. Team suivante, CLS, je reviens dessus, comme je disais, voilà pourquoi je ne mets pas CLS en leader, avec Anne et Shui, c'est vraiment pour en faire une autre team. Donc CLS, hein, Relic 5, très bien modé pour le coup. Je l'ai à 263 de vitesse, plus 180, avec 180% de dégâts critiques, 80% de pouvoir, pas mal de ténacité, j'ai 2 états dessus, pas mal de dégâts, assez tanky pour le coup. Ouais, on est à presque 100 000 de santé, on est à 100 000 en tout. 51 000 plus 48 000, ça fait 99 000. Et ouais, 800 plus 600, ça fait un peu plus de 1000, donc ouais, on est vraiment à 100 000 de santé et de protection réunis. J'ai 2 états dessus, j'aimerais bien avoir le deuxième, mais comme je disais, j'ai d'autres priorités en ce moment, donc voilà. Donc c'est un personnage très fort par lui-même, hein. Vous pouvez soloter quelques phénix avec ce personnage à lui tout seul, mais pour le coup, j'aimerais bien l'avoir avec une team. C'est 3 PO avec une belle synergie avec tout ce qui est rebelle.
Donc voilà, il inflige la confusion, il booste les alliés avec la traduction. Est-ce qu'on peut voir quelque part que donne la traduction exactement? Donc avec un stack de protection, de traduction, vous avez 30% de santé maximale. Donc 30% de 40 000, ça fait... je sais pas, mais ça fait pas mal. Avec 2 stacks, ça vous donne plus 15% de chance de coup critique. Et avec 3 stacks, ça donne... ça, en fait, lorsque C3PO utilise sa capacité de base, il diminue ses délais de 1 à tous les personnages qui ont 3 stacks de protection, donc c'est cool. Donc voilà. Voilà pourquoi C3PO, je le mets avec cette team. Et Chiu-Pio. Chiu-Pio, c'est un personnage que j'adore, que je veux relique. Bon, je suis en train de le monter en ce moment, je l'ai passé équipement 9 hier. Je l'adore pour 3 raisons. Tout d'abord, la distraction brillante, qui peut infliger la cécité, qui peut restaurer de la protection à ses alliés. Voilà, les alliés rebelles récupèrent 15% de protection et obtiennent l'avantage, donc 100% de chance de coup critique sur la prochaine attaque. Ensuite, la capacité unique. Si le chef allié est un rebelle, C3PO et Chewie obtiennent... donc en fait, obtiennent c'est au pluriel, mais en fait c'est un seul personnage, hein, c'est que Chiu-Pio qui a ce bonus, hein. Obtiennent 40% de la santé maximale, de la protection maximale, de l'attaque, de la défense, du pouvoir, de la ténacité du chef au début du premier affrontement. Donc mon Chiu-Pio, en fait, il va gagner 40% de presque tous les stats de CLS. Vous avez vu, mon CLS est relique 5, ce qui fait que en ayant cette unique, mon Chiu-Pio a l'équivalent des stats d'un Chiu-Pio équipement 12 sans l'unique. Ce qui en fait un personnage assez solide, même équipement 8. Hein. Donc voilà, c'est vraiment tout le fondement de cette unique que j'adore. Donc voilà. Donc ça en fait vraiment un personnage très puissant. Et dernière chose, c'est l'unique. Non, la spéciale, pardon, qui est une attaque en zone dévastatrice. Afflige des dégâts physiques à tous les ennemis, afflige des dégâts une nouvelle fois jusqu'à 5 fois pour chaque ennemi vaincu pendant la bataille. C3PO, 3PO et Chewie obtiennent 10% d'attaque cumulative jusqu'à la fin de la bataille à chaque fois que cette capacité élimine un ennemi. Très puissant contre les Sœurs de la Nuit, mais très puissant en termes d'attaque en général. Donc voilà. Ce qui en fait un trio très puissant, hein, disons-le. Donc voilà. Si jamais vous n'avez pas de Chiu-Pio, vous pouvez toujours créer cette team là. Donc C3PO reste toujours au même endroit, mais vous allez utiliser Ackbar Lead et Princess Leia. On appelle ça la Machine Gun Leia. En fait, Ackbar déjà il donne plus 30 de vitesse, non plus 25 de vitesse aux alliés rebelles avec un petit bonus de ténacité qui se prend, hein, disons-le. De plus, lorsqu'un allié utilise une capacité autre que l'attaque, il invoque un allié rebelle. Donc déjà à chaque fois que Ackbar va utiliser c'est un piège ou génie tactique, déjà il va invoquer Leia, donc ça c'est cool. Ensuite, à chaque fois que C3PO va utiliser sa spéciale, il va invoquer Leia, ou Ackbar, mais on espère que ce soit quand même Leia. Et Leia, c'est un personnage qui peut frapper jusqu'à 3 fois avec la détente sensible. Donc ça c'est très bien. En plus, lorsqu'elle elle est invisible, du coup, lorsqu'elle utilise la tactique des rebelles, j'entends. Du coup, elle va se booster grâce à ça. Hein. Sachez qu'aussi, si elle réutilise le camouflage, elle va pouvoir se rebooster. Donc ça peut être une sim envisageable, hein, en sachant que si vous avez suivi tout ce qui est traduction, alors c'était ici, hein, il me semble, ouais, si elle a les trois stacks, elle peut, en fait, elle a déjà de la santé en plus, des chances de coup critique, en sachant qu'elle fait très mal en coup critique, et aussi lorsque C3PO utilise sa capacité de base, il diminue ses délais de 1. Donc s'il utilise sa spéciale ou sa basique, et ce sera quand même bien dans les deux cas. Donc ça c'est une sim qui peut être assez intéressante. Je l'ai vu il y a très longtemps parce que c'était assez utilisé dans les basses divisions pour le coup. Mais c'est vrai que dans les grandes divisions 1, 2 et 3 quand même, c'est une team qui n'est plus utilisée malheureusement. Alors que pourtant je vous assure qu'elle est quand même très fun à jouer.
Mais ouais, c'est vrai que c'est plus très utilisé malheureusement. Même si j'aime beaucoup cette team. Donc ouais, en 3vs3, vous pouvez vous en servir si vous utilisez CLS dans le leader pour Anne et Shui et que vous n'avez pas Chupio. Pour ma part, moi ce sera pas mon cas, je vais vraiment utiliser la team que je vous ai présentée à la fin de la première partie, qui est CLS lead avec Chupio hein, pour le coup. Et on va passer très rapidement à la dernière team. Hein, ouais, bon, en fait, c'était Kylo Ren tout seul. Bon, c'est un peu triste de devoir faire une toute petite vidéo de même pas 5 minutes pour ça, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Bref, Kylo Ren solo, vous avez vu dans la dernière saison que ça peut soloter l'Ancienne République, mais ça peut soloter les Phoenix, les Ewoks et quelques teams comme ça, donc voilà, ça peut être assez cool. Pour essayer de faire durer un petit peu la vidéo, pour qu'elle soit un petit peu utile, je vais essayer de regarder si j'ai pas des petits trucs que je peux... si on peut pas théoriser quelques petites teams ensemble. Ouais, aussi j'ai une petite idée. Il me reste encore quelques persos pour le coup. Si vous êtes bas niveau, vous pouvez faire aussi ceci. Voilà, ça peut être une team comme une autre. Akbar Lead, Pix et Dark et Wedge Antilles, qui est quand même un trio assez intéressant pour le coup. On peut même faire ceci. Wedge, j'aime beaucoup le lead de Wedge, c'est quand même un lead assez oublié parce que c'était très méta à l'époque, il y a peut-être 3 ou 4 ans, donc ouais ça date en vrai. Mais quand même très bien, je m'en servais aussi moi à l'époque quand j'ai commencé le jeu. Les alliés rebelles gagnent un bonus d'attaque de 30%, donc c'est cool, sont soignés à hauteur de 15% de leur santé maximale et récupèrent 10% de leur jauge de tour en cas de coup critique, donc c'est cool. On peut mettre l'Obi-Wan Kenobi si vous jouez... si vous avez débloqué CLS, vous l'avez forcément. Qui peut être le tank de la team, en plus d'être... qui peut mettre pas mal de malus, donc ça c'est cool. Donc ouais, ça peut être team en plus que vous pouvez utiliser. En plus de ça, Biggs invoque forcément Wedge en assistance, en plus du troisième personnage. Donc ça c'est cool, pour le coup ça peut mettre quelques dégâts, donc ça si vous êtes débutant pour le jeu, c'est une team facile d'accès que vous pouvez avoir. Ensuite en termes de team, je pense que c'est un peu le tour, hein, malheureusement. Ouais, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter que mon roster, hein, j'ai pas plus de team que ça. Mais voilà, c'est ma liste de personnages que je vais utiliser tout au long de la saison. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour ce retour de la saison 3 contre 3. Moi, je suis vraiment très heureux du retour de 3 contre 3. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Même beaucoup détestent un peu ce mode de jeu, mais moi, pour le coup, j'adore. Plus on passe les saisons de 3 contre 3, et plus j'adore ce mode de jeu. Parce qu'il me permet de jouer autrement, de jouer d'autres teams, de réfléchir un peu plus, et surtout de jouer autrement, parce que moi j'aime beaucoup jouer avec une défense assez solide en 3 contre 3, tout en attaquant assez violemment mon adversaire bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup le 3 contre 3. J'espère que ça va vous plaire. Moi je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable à regarder possible bien sûr. Comme j'ai pu le faire pour la saison 14, peut-être même en un peu mieux pour le coup. Mais ouais, j'espère que ça va vous plaire, parce que moi je suis pressé de rejouer ce mode de jeu, enfin bref. D'ici là, oui, comme je disais, portez-vous bien, et on se retrouve soit pour une nouvelle vidéo, soit pour le début de la grande arène 3 contre 3. D'ici là, comme je disais, portez-vous bien.